On s'installe plutôt là-bas. Bonjour, un café, un thé s'il vous plaît. Café ou thé, c'est le temps de la pause. Bonjour et bienvenue sur notre série de podcasts Le temps d'une pause thé ou café. Elle met en lumière l'actualité de notre écosystème de partenaires. Découvrez une série d'entretiens avec des experts de l'efficacité organisationnelle et de la digitalisation. SIRH, planification, gestion des temps, relations clients, management, solutions paye, conseil, éditeur de logiciels, cloud, formation. Nous recevons aujourd'hui Toine Nguyen, fondateur et PDG chez Shortways, l'assistant digital qui facilite l'adoption de votre solution de gestion des plannings et des temps. Bonjour Toine, merci de nous avoir Bonjour rejoints. Cédric. Tout d'abord, thé ou café? Thé, majoritairement, notamment le matin. Donc, Très un peu des bien, deux. on prépare ça. Sans plus attendre, je vous propose d'aborder la première question. Vous éditez aujourd'hui un baromètre sur l'adoption du SIRH dans l'entreprise, un vaste sujet du coup. Le budget en équipement SIRH est à la hausse, les outils métiers de plus en plus étendus, le rôle de chaque acteur de l'entreprise de plus en plus inscrit, tâche par tâche dans un processus global. L'idée est donc de comprendre que le professionnel RH ou métier, aussi pointu soit-il, passe forcément par l'utilisation qu'en font les utilisateurs. Du coup, l'adoption est une étape clé. De quoi parle-t-on au juste? L'adoption, l'appropriation du SIRH. Expliquez-nous un peu le rôle de Shortways dans ce projet d'adoption, d'appropriation de l'outil. Pour revenir sur le constat, effectivement, budget en équipement SIRH à la hausse. Je crois que c'est plus de 50% sur les 3 dernières années. Et l'adoption, c'est déjà le fait de dire on pousse un outil, on pousse des usages et on voudrait que les utilisateurs, les employés, adoptent en premier niveau ces outils le plus correctement possible. Ensuite, un certain nombre de personnes utilisent le terme d'appropriation. Alors la nuance est assez fine. Ce qu'on pourrait et ce qu'on a identifié un petit peu dans notre baromètre livre blanc, c'est que l'appropriation pourrait être à un stade un peu plus avancé de l'adoption, dans le sens où on n'est plus dans l'entreprise veut que les employés adoptent, on est plus dans les employés, à un moment, font cette démarche d'utiliser eux-mêmes, c'est-à-dire de s'approprier le SIRH et les différents modules qui constituent ce SIRH. Ça veut dire qu'on est dans une démarche un peu plus volontaire des employés pour utiliser ces logiciels RH dans leur quotidien et finalement, sans qu'on ait l'impression que ça soit complètement imposé par l'entreprise. Shortways dans tout ça, comment on intervient? On va supporter, si je puis dire, nous-mêmes en tant qu'outil. Shortways, c'est un logiciel, c'est un assistant digital qui apparaît sur l'écran du SIRH et qui va justement faciliter à la fois cette adoption et cette appropriation. Faciliter l'adoption en diffusant dans les écrans directement des pas à pas, des aides contextuelles, des liens ou des procédures directement sous forme de FAQ pour qu'ils puissent se former déjà, puis aussi qu'ils puissent utiliser ces process et SIRH dans ces outils. Et du coup, dans votre baromètre sur l'adoption du SIRH en entreprise, quels sont les principaux freins que vous avez identifiés? Alors les freins qu'on a identifiés lors du baromètre, c'est ceux liés déjà, ceux qu'on rencontre classiquement, si je puis dire, liés à la conduite du changement, c'est-à-dire la résistance, le fait qu'il y ait un changement qui est humaine, tout simplement. Tout ce qui va être lié à la stratégie d'accompagnement au changement, c'est-à-dire parce qu'il y a un sponsor exécutif qui n'est pas que le DRH, par exemple. Par nature, les outils SIRH touchent toute l'entreprise, donc les opérationnels également. Donc, si c'est qu'une volonté du DRH, ça ne fonctionne pas forcément. Et également, le sujet de maturité digitale de l'entreprise. Et là, on commence à rentrer dans la maturité digitale des employés. Ce que révèle le baromètre, c'est que ça dépend en fait un petit peu des populations et surtout que même les jeunes, ils sont quand même pas forcément tous acculturés à la notion de processus d'entreprise. Et ça, sur des populations jeunes qui sont pas habituées, ça passe pas forcément. Par nature, et dans SIRH, on a 2 mots, on a SI et RH, et il y a derrière des problématiques de gouvernance. Est-ce que c'est la RH qui pilote tout? Je le disais, ça touche les opérationnels, enfin toutes les fonctions d'entreprise au sens large, finalement, puisque c'est tous les employés.
Et derrière, le SI, parce que évidemment, il s'agit d'un système informatique et donc avec toute la rigueur qui est bienvenue, hein, justement, de gouvernance du système, process, des données également. Les données sont peut-être un peu plus cruciales sur les systèmes RH et pour aller plus loin aussi, la frontière du coup entre privé et professionnel est fine. Et j'imagine que certains freins et usages sont spécifiques à notre environnement gestion des temps étendu et planification. Effectivement, dans notre dernier baromètre, on s'est intéressé à la façon dont l'adoption pouvait avoir des spécificités suivant le domaine SIRH. Alors, sont ressortis la performance, la gestion des entretiens annuels et l'administration de la formation, par exemple. Mais le premier domaine qui est ressorti, c'est la gestion des temps et activités, la GTA. Alors, on se dit au premier abord, et moi j'ai été néophyte dans le sujet, on pourrait se dire que c'est assez simple de saisir des temps. Mais en fait, non. Il y a des particularités assez fortes, notamment parce que, un, c'est un outil qui est déployé dans toute l'organisation, en particulier côté opérationnel sur le terrain. Et deux, ça fait intervenir des profils différents, les employés, les managers, les responsables RH, les responsables de paye. Donc, on a toute une diversité de profils qui interviennent sur les processus de planification et de gestion des temps et activités. La GTA, la gestion des temps et des activités, est donc unique à chaque entreprise, tout comme la planification. C'est la richesse même en fait de Times Square qui permet de définir des rôles et des tâches précises pour des différents acteurs, les différentes missions de l'entreprise. Comment l'outil d'acquisition digitale vient figer les processus spécifiques à l'entreprise dans l'outil de planification et GTA? Alors, il vient en quelque sorte figé dans le sens où il vient s'adapter et faire en sorte que ces processus spécifiques à l'entreprise soient appliqués dans l'outil de planification GTA. En général, quand on met en place un outil type planification GTA, les process sont définis, sont séparés en tâches avec un rôle pour chaque tâche dans lequel on attend un résultat. Donc, il y a des responsabilités, si on peut appeler ça comme ça, sur la chaîne de ces process, où des managers, des employés, des responsables RH, responsables de paie vont intervenir chacun à leur niveau dans un process donné et donc sur une partie de l'outil. Donc le sujet, ça va être de faire en sorte que quand ce manager, cet employé, ce responsable RH va venir dans l'outil, la DAP soit là pour personnaliser ou en tout cas faire en sorte que ça soit à son image et que l'usage qu'il va en avoir de cet écran, pour le dire prosaïquement, eh bien, quelque part, il lui appartienne, en tout cas, que l'usage, il en fasse le sien. Donc si je comprends bien, on doit donc chercher à bien modéliser le rôle et l'intervention de chaque acteur au niveau de l'entreprise. On crée des parcours en déclinant les différents pas à pas contextuels et surtout en fonction des différents environnements clients. Oui, pour chacun de ces rôles et surtout acteurs, on va, par exemple, utiliser la notion de persona. Ce qui est important dans cette notion de persona, c'est qu'on va se focaliser sur le processus, mais on va aussi essayer de se focaliser sur une partie d'émotionnel, comment ils perçoivent l'outil. Donc ça, on est clairement dans une approche où l'émotion est importante. Comment c'est perçu? Donc, est-ce qu'on va essayer de rassurer parce que ça fait peur? Est-ce qu'on va au contraire essayer d'être très efficace parce que c'est perçu par les managers, par exemple, comme une perte de temps? Donc, essayer de capter tout ça. Donc, ça nécessite un travail d'étude, d'interview, hein, tout simplement. Et ça va nous permettre d'ajuster vraiment la façon dont on va accompagner pour ces personas également leur environnement de travail. Dans un magasin de grande distribution, je sais pas, on prend une enseigne de bricolage, vous avez les responsables de rayon, ceux qui sont plutôt dans la gestion des stocks ou magasiniers, par exemple. Donc ces gens-là, ils ont des horaires différents, ils ont des terminaux physiques, des ordinateurs qui sont partagés, auxquels ils n'ont pas tout le temps accès. Il y en a qui vont être disponibles aller 5-10 minutes, mais toutes les heures pour pouvoir faire quelque chose sur l'ordinateur. Il y en a d'autres, ça va être uniquement en début ou en fin de leur session de travail. Ils vont être dans une fenêtre de tir de saisie qui est assez courte et avec peut-être un peu de stress qu'il y a le collègue qui attend pour pouvoir ensuite partir et terminer sa journée. Donc voilà, donc c'est tout cet environnement-là qu'il faut bien prendre en compte de façon à maximiser l'aide qui est apportée et l'accompagnement qui est fait
à ses collaborateurs. Donc, il y a un vrai sujet pour que chacun soit efficace dans son rôle sur la chaîne de processus, de définir ses parcours qui prennent en compte le moment où ils interviennent sur l'outil, ce qu'ils saisissent, et donc, du coup, d'adapter les pas à pas contextuels. Il faut plutôt couper ça en 5 étapes sur des gestes qui vont être découpés parce qu'on a compris que finalement, il faisait des gestes de 5 étapes à chaque fois et pas un geste de 25 étapes, par exemple. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ne serait-ce pas là le leitmotiv de Shortwave au final? Comment on apporte l'élément de rappel, la consistance du processus en direct avant même que la question apparaisse, et ce, en tenant compte du profil qui clique, de la persona qui clique. Effectivement, une plateforme d'adoption digitale comme Shortways répond à un sujet aujourd'hui qui est le besoin d'autonomisation des employés. C'est une revendication un petit peu qu'on observe chez les employés. On pourrait dire, le prochain pas, c'est d'automatiser tout ça. Mais ce qu'on peut ressentir, c'est qu'il y a quand même besoin d'humain derrière. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit hyper personnalisé. Finalement, le collaborateur, lui, il veut de l'accompagnement. Il veut pas juste des réponses. Et donc, le leitmotiv de Shortwave, c'est oui, favoriser l'autonomie, mais aussi de garder ce côté humain dans les réponses et être sûr que ça corresponde bien aux besoins de l'utilisateur. Et donc du coup, on s'appuie sur un champion interne du client pour décliner le pas à pas. Il faut quelqu'un, effectivement, pour centraliser déjà le travail, si je puis dire, pour écrire ce contenu de pas à pas, pour personnaliser également. Mais ce champion interne au client, aussi parce qu'il a la connaissance des règles qui sont diffusées. Alors tout ça n'a de valeur que si l'information qui s'affiche à l'écran est pertinente pour l'utilisateur et ne se borne pas à cliquer à gauche, cliquer à droite, parce que là, c'est le niveau très basique de l'utilisation. Il ne s'agit pas du tout de ça. Alors attention, parce que si on prend quelqu'un qui est trop expert, il ne faut pas non plus qu'il oublie de se mettre dans les chaussures de l'utilisateur ou à la place de la souris de l'utilisateur. On voit souvent ce champion interne qui connaît toutes les règles par cœur des process et des applications, donc qui oublie de se mettre naïvement à la place de quelqu'un qui n'a que 10 minutes à saisir et qui vient d'être mis sur le poste il y a une semaine et qui doit saisir et qui découvre complètement un nouvel outil, un nouvel écran. Il doit couvrir le besoin très basique et également le besoin des utilisateurs plus experts, et encore une fois avec cette notion de rôle par processus, etc. en tête. Et du coup, concrètement, et comment et en combien de temps l'adoption de Shortwave auprès de l'entreprise se fait-elle? Alors il faut distinguer deux choses pour rebondir sur ce champion interne qui va administrer, on va le dire comme ça, et piloter Shortwave et son contenu. Lui, il doit faire une sorte de changement lui-même. Avant Shortwave, en général, il rédige des modes opératoires, il les met sur un intranet, il les pousse par mail, donc il fait du top-down. Avec Shortwave, on est dans une logique de toujours créer ce contenu d'aide, de le pousser, mais cette fois-ci dans les applications. Par contre, il va avoir du retour, des statistiques d'utilisation, des messages de retour des utilisateurs. Et on est dans un passage du top-down vers de l'amélioration continue de tout ce contenu de règles métiers, de description de processus. Et ça peut prendre un peu de temps. Il ne s'agit pas de décréter qu'on met une plateforme d'adoption digitale en place, que, comme par magie, tout va être propre et beau. Il y a un projet initial, bien sûr, qui en général prend 3 mois en moyenne de ce qu'on voit chez nos clients. Ensuite, au bout de 3 mois, 6 mois d'utilisation, justement, on va récolter ces feedbacks, on va récolter ces statistiques d'utilisation pour savoir dans quel écran c'est plus utilisé, dans quel écran les utilisateurs ont des questions, quelles sont ces questions, comment on y répond, etc. Et venir compléter finalement son dispositif qu'il y a dans Shortwave de contenu de pas à pas, d'aide contextuelle, de FAQ, de procédures, etc. Pour les utilisateurs finaux, ça peut être beaucoup plus rapide parce que pour eux, c'est complètement intégré à l'application et donc l'adoption est souvent beaucoup plus rapide parce que c'est intégré. Donc, je me pose pas plus de questions que ça. J'ai des bulles d'aide en plus, c'est parfait. Donc là, ça peut être finalement le premier jour, puisqu'on passe d'un mode un petit peu one shot, je fais un manuel, à quelque chose où on doit être dans l'amélioration continue et l'amélioration constante suivant les besoins des utilisateurs.
Et depuis que vous avez intégré la marketplace de Times Square, comment percevez-vous Olidis et ses équipes? Moi, j'ai perçu une approche très réfléchie. C'est-à-dire que la marketplace de Times Square, c'est pas juste pour avoir une vitrine avec des partenaires où il se passe rien, si je puis dire. Ça arrive plus fréquemment qu'on ne le pense. J'ai senti également une volonté de pragmatisme également. On n'est pas juste en train de faire une page web sur un site, mais vraiment d'intégrer un écosystème avec un partage d'approches et de valeurs complémentaires. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Et ce que j'ai pu comprendre et ressentir de nos relations, c'est l'expertise, bien sûr, sur le métier de la planification et de la GTA. Ça, c'est indéniable. L'efficacité également, et ce qui va avec un peu le pragmatisme. C'est ce que je retiens d'Olidis et de ses équipes. Times Square et Shortwise, deux acteurs de la French Tech qui sont donc positionnés sur beaucoup de pragmatisme, de la proximité avec les clients, les utilisateurs, le côté terrain opérationnel très important. Shortwise répond donc de manière concrète aux différents niveaux d'accompagnement nécessaires pour l'adoption ou appropriation des outils SIRH pour les entreprises. En fonction des métiers, secteur de la maturité, de la complexité des processus, des rôles, il y a des réponses contextuelles à apporter. Merci Toine pour ces clés de lecture. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Merci Cédric. Et pour le mot de la fin, je dirais que souvent pour l'adoption, on pense formation conduite du changement, mais n'oublions pas que tout ça se passe dans la durée, dans les organisations. Il faut arriver à mettre en place cette démarche sur le long terme. Je prendrais bien un thé.